Les textes sumériens constituent l'un des corpus écrits les plus anciens jamais découverts. Rédigés sur des tablettes d'argile il y a plus de 5000 ans, ils décrivent des événements, des êtres et des époques qui précèdent largement la civilisation sumérienne elle-même. Pendant des décennies, les historiens ont interprété ces récits comme de simples mythologies, des constructions symboliques destinées à expliquer des phénomènes naturels incompris. Mais un examen plus rigoureux de ces textes révèle une structure narrative qui ne ressemble pas à de la fiction. Les détails sont trop précis, les chronologies sont trop cohérentes, et surtout, les textes décrivent explicitement une période antérieure à l'humanité connue, une époque où d'autres êtres organisaient, construisaient et gouvernaient la Terre. La question n'est pas de savoir si ces textes existent, ils existent et ils sont traduits. La question est de savoir ce qu'ils décrivent réellement et pourquoi leur contenu le plus troublant reste systématiquement marginalisé dans les discussions académiques mainstream. Les tablettes sumériennes ne sont pas des objets rares. Elles sont conservées dans des musées à Londres, Berlin, Paris, Chicago et Istanbul. Certaines y sont exposées au public, d'autres sont stockées dans des réserves, cataloguées mais non traduites dans leur intégralité. On estime que le nombre total de tablettes cunéiformes extraites des sites archéologiques mésopotamiens depuis le milieu du XIXe siècle dépasse les 500 000 unités. Parmi celles-ci, une proportion significative n'a jamais fait l'objet d'une publication académique complète. Ce fait en lui-même ne constitue pas une preuve de dissimulation. Les ressources humaines et financières nécessaires à la traduction exhaustive de ce corpus sont considérables, et les assyriologues spécialisés dans le cunéiforme sumérien sont peu nombreux à l'échelle mondiale. Mais ce fait établit un contexte important. Ce que le grand public connaît des textes sumériens représente une fraction du contenu total disponible. Ce que cette fraction révèle est déjà suffisamment complexe pour poser des questions fondamentales sur l'origine de la civilisation organisée. Les textes sumériens les plus anciens, datés approximativement de 3200 avant notre ère pour les premiers exemples d'écriture cunéiforme, ne décrivent pas les débuts d'une culture primitive en train de s'organiser. Ils décrivent au contraire une société déjà structurée avec des institutions administratives, des systèmes de mesure, des calendriers astronomiques et une cosmologie élaborée. Cette sophistication immédiate constitue l'une des anomalies les plus discutées dans les cercles de recherche alternatifs, mais aussi parmi certains historiens conventionnels qui reconnaissent que la transition vers une civilisation aussi complexe semble inhabituellement abrupte. Les textes se divisent en plusieurs catégories. Il y a les textes administratifs, inventaires, registres de transactions, listes de personnel, qui confirment l'existence d'une économie organisée à grande échelle. Il y a les textes littéraires, parmi lesquels figurent des épopées, des hymnes et des lamentations qui constituent les premières œuvres narratives longues de l'histoire connue. Et il y a les textes cosmologiques et mythologiques qui décrivent l'origine du monde, la création de l'humanité et l'histoire d'êtres appelés les Anunnaki. C'est dans cette troisième catégorie que se concentrent les questions les plus difficiles à résoudre dans le cadre de l'interprétation académique standard. Les textes cosmologiques sumériens décrivent explicitement une période antérieure à la création de l'être humain tel qu'il est connu. Cette période est présentée non pas comme un vide mythologique, mais comme une époque historique, avec des lieux nommés, des événements séquentiels et des acteurs identifiés. Les Anunnaki y apparaissent comme des êtres qui existaient sur Terre avant l'humanité, qui effectuaient des tâches spécifiques, et qui ont délibérément créé ou modifié une forme de vie pour remplir des fonctions précises. Le texte connu sous le nom d'Atrahasis, daté d'environ 1700 avant notre ère, mais généralement considéré comme la transcription d'une tradition orale bien plus ancienne, décrit cette création en termes qui ont été interprétés de manière radicalement différente selon les chercheurs. L'interprétation académique dominante traite ces récits comme des métaphores religieuses. Les Anunnaki seraient des divinités symboliques, la création de l'humanité serait une allégorie de l'émergence de la conscience ou de l'organisation sociale, et les événements cataclysmiques décrits dans les textes seraient des représentations mythifiées de catastrophes naturelles réelles mais locales. Cette lecture a le mérite de la cohérence interne et s'inscrit dans un cadre comparatif bien établi
qui relie les mythologies sumériennes aux traditions mythologiques d'autres cultures anciennes. Mais plusieurs chercheurs, parmi lesquels Zecharia Sitchin reste le plus connu bien que le plus controversé, ont proposé une lecture littérale de ces mêmes textes. Selon cette approche, les Anunnaki seraient des êtres physiques. Les descriptions de leurs capacités seraient des tentatives de rendre compte de technologies réelles et les récits de création génétique seraient des descriptions approximatives d'une intervention biologique délibérée. Sitchin a été largement critiqué par les assyriologues professionnels qui contestent ses traductions et ses interprétations linguistiques sur de nombreux points précis. Mais sa critique fondamentale, que les textes méritent d'être lus avec plus de sérieux que ne le permet le cadre mythologique standard, a trouvé un écho dans des cercles académiques plus modérés. Ce qui est établi, indépendamment de toute interprétation, c'est que les textes sumériens décrivent une réalité antérieure à la leur. Ils ne se présentent pas comme les inventeurs d'une cosmologie, ils se présentent comme les héritiers d'une connaissance transmise. Les scribes qui ont inscrit ces textes sur des tablettes d'argile indiquent explicitement, dans certains cas, qu'ils transcrivent des informations d'origine plus ancienne. Cette affirmation de transmission, récurrente dans les textes, est l'un des éléments les plus difficiles à intégrer dans une lecture purement symbolique. Une métaphore n'a pas besoin de source antérieure. Un récit historique, si. La liste des rois sumériens est un document unique dans l'histoire de l'écriture ancienne. Conservée dans plusieurs versions, dont la plus complète est le prisme de Weld Blundell, actuellement au musée Ashmolean d'Oxford, elle constitue une chronologie royale qui commence avant le déluge et se poursuit jusqu'à des dynasties historiquement vérifiables. La partie post-diluvienne de ce document correspond, dans ses grandes lignes, aux données archéologiques et aux autres sources historiques disponibles. Les rois mentionnés pour les périodes les plus récentes ont laissé des traces matérielles, des inscriptions, des monuments. Leur existence est corroborée par des sources indépendantes. C'est précisément cette cohérence dans la partie vérifiable du document qui rend la partie non vérifiable si difficile à simplement écarter. La section prédiluvienne de la liste des rois décrit 8 rois qui ont gouverné 5 cités sumériennes avant un événement appelé le déluge. Les durées de règne attribuées à ces souverains sont astronomiques. Le premier roi mentionné, Alulim Deridu, aurait régné pendant 28 800 ans. Son successeur, Al-Aljar, aurait gouverné pendant 36 000 ans. La liste se poursuit avec des chiffres similaires, pour un total cumulé d'environ 240 et 1200 ans de règne royal avant le déluge. Ces chiffres ont conduit la grande majorité des historiens à conclure que la section prédiluvienne est entièrement mythologique, sans rapport avec une réalité historique quelconque. Cette conclusion est compréhensible, mais elle pose un problème méthodologique que peu de chercheurs mainstream abordent directement. Le même document, avec la même structure, la même logique interne et la même intention déclarée de chronicité historique, est traité comme un enregistrement fiable pour ses sections récentes et comme une fiction pure pour ses sections anciennes. Cette asymétrie interprétative n'est pas justifiée par une analyse interne du texte lui-même, mais par la confrontation du texte avec ce que la science moderne considère comme biologiquement et historiquement possible. En d'autres termes, les règnes de 100 000 ans sont rejetés parce qu'ils sont impossibles selon les paramètres actuels de la biologie humaine, non pas parce que le texte lui-même signale qu'il bascule dans le registre symbolique. Plusieurs chercheurs ont proposé des grilles de décodage alternatives pour ces durées de règne. L'une des hypothèses les plus fréquemment citées suggère que les unités temporelles utilisées dans la section prédiluvienne ne correspondent pas aux années solaires standards, mais à des cycles plus courts, des mois lunaires, des saisons ou des périodes encore plus brèves. Si l'on divise les durées de règne par 12 pour convertir les mois en années, certains chiffres deviennent plus compatibles avec des durées de vie biologiquement plausibles, bien que toujours exceptionnelles. D'autres chercheurs ont proposé des systèmes numériques sexagésimaux spécifiques qui produiraient des résultats différents selon les conventions de conversion appliquées. Aucune de ces grilles de décodage ne fait consensus. Chacune implique des hypothèses sur les conventions numériques sumériennes qui ne sont pas directement prouvées par d'autres textes. Mais l'existence même de plusieurs tentatives sérieuses de décodage
signale que la question n'est pas aussi simple que la rejeter comme évidente fiction. Il y a suffisamment de structure dans ces chiffres pour que des mathématiciens et des linguistes aient jugé utile de chercher une logique sous-jacente. Ce qui rend la liste des rois encore plus intéressante est sa géographie. Les 5 cités mentionnées comme sièges de la royauté prédiluvienne, Eridu, Bad Tibira, Larak, Sippar et Shuruppak, sont toutes des sites archéologiquement réels. Eridu en particulier est considéré par les archéologues comme l'une des plus anciennes cités sumériennes effectivement identifiées, avec des couches d'occupation remontant à environ 5400 avant notre ère. La correspondance entre les cités mythologiques de la liste des rois et des sites archéologiques réels ne prouve pas que les durées de règne sont littéralement exactes, mais elle établit que le document n'est pas une pure invention géographique. Ces auteurs connaissaient ces lieux. Ils les nommaient avec précision. Pourquoi cette précision géographique coexisterait-elle avec une chronologie entièrement inventée reste une question ouverte. Le déluge lui-même, décrit comme l'événement qui interrompt la séquence des rois prédiluviens, est un autre point de convergence problématique. Les fouilles conduites par Léonard Woolley à Ur dans les années 1920 ont révélé une couche de sédiments stériles d'environ 2,50 m d'épaisseur, intercalée entre 2 couches de vestiges humains. Woolley a interprété cette couche comme la trace physique du déluge sumérien. Cette interprétation a été contestée par des géologues qui estiment que la couche de sédiments est trop localisée pour correspondre à un déluge de dimension régionale ou globale. Mais l'existence de cette couche, quelle que soit son origine, confirme qu'un événement hydrologique majeur a effectivement interrompu l'occupation humaine à Ur à une période qui se situe dans la fourchette chronologique suggérée par les textes. Le terme Anunnaki apparaît dans des centaines de textes sumériens, akkadiens et babyloniens. Sa traduction littérale fait l'objet de débats entre spécialistes. L'interprétation la plus fréquemment citée dans les sources académiques est « ceux du ciel vers la terre descendirent » ou, selon d'autres assyriologues, « les princes du sang royal d'Anu », Anu étant la divinité sumérienne associée au ciel et à l'autorité suprême. Cette ambiguïté étymologique n'est pas un détail mineur. Elle conditionne fondamentalement la manière dont l'ensemble du corpus textuel relatif aux Anunnaki est interprété. Dans le cadre académique standard, les Anunnaki sont des divinités. Ils forment un panthéon organisé hiérarchiquement, avec des fonctions spécifiques, des domaines d'autorité distincts, et des relations entre eux qui structurent la cosmologie sumérienne. Enlil gouverne la terre et l'air, Enki gouverne les eaux douces et la sagesse. Inanna gouverne l'amour et la guerre. Cette structure panthéonique est cohérente avec les structures divines d'autres civilisations anciennes, ce qui a conduit les comparatistes à traiter les Anunnaki comme des constructions religieuses analogues aux dieux grecs, égyptiens ou védiques. Dans cette lecture, les récits qui les impliquent sont des récits mythologiques, et leur contenu ne doit pas être pris comme une description d'événements physiques réels. Ce cadre interprétatif a une solidité évidente. Il explique la cohérence interne du panthéon sumérien, ses transformations au fil du temps avec l'évolution des cités-États et des empires, et ses ressemblances avec d'autres traditions religieuses. Mais il ne répond pas à plusieurs questions spécifiques que posent les textes eux-mêmes. La première de ces questions concerne la nature physique, explicitement attribuée aux Anunnaki dans de nombreux passages. Les textes ne décrivent pas des êtres immatériels ou des forces abstraites. Ils décrivent des êtres qui mangent, qui dorment, qui se fatiguent, qui ressentent des émotions et qui effectuent des travaux physiques. Le texte d'Atrahasis décrit les Anunnaki inférieurs, appelés les Igigi, en train de creuser des canaux et de déplacer des terres pendant des durées considérables avant de se rebeller contre ce travail épuisant. Cette rébellion est précisément la raison donnée dans le texte pour la création de l'humanité, produire des êtres capables d'effectuer le travail à leur place. Cette narration a une logique interne qui transcende le cadre purement symbolique. Une métaphore religieuse n'a généralement pas besoin de justifier économiquement la création de l'humanité par la fatigue de ses créateurs. Le recours à cette justification spécifique, des êtres supérieurs épuisés par un travail physique qui décident de créer une main-d'œuvre de substitution,
est une structure narrative qui ressemble davantage à un récit historique rationalisé qu'à une cosmogonie symbolique. Cela ne prouve pas que les Anunnaki étaient des êtres physiques au sens littéral, mais cela complique l'interprétation strictement mythologique. La deuxième question concerne la localisation géographique précise attribuée aux Anunnaki dans les textes. Leurs activités sont associées à des régions spécifiques. Le sud de la Mésopotamie pour leurs établissements principaux, les montagnes du Zagros pour certaines opérations, et une région appelée Dilmun qui est généralement identifiée avec la péninsule arabique ou l'île de Bahreïn. Cette précision géographique est constante à travers des textes de périodes et d'origines différentes. Si les Anunnaki étaient des constructions purement symboliques, on pourrait s'attendre à ce que leur localisation soit vague ou interchangeable. Au contraire, les textes les situent avec une cohérence géographique qui suggère une tradition ancrée dans des lieux réels. La troisième question, et peut-être la plus difficile à traiter dans un cadre académique standard, concerne ce que les textes décrivent comme la provenance des Anunnaki. Plusieurs textes, dont certains passages de l'Enuma Elish et des hymnes à Enlil et Enki, décrivent les Anunnaki comme des êtres venus d'ailleurs, non pas descendus d'un ciel symbolique représentant le divin, mais venus d'un endroit spécifique désigné par le terme Nibiru dans certaines traditions. Zecharia Sitchin a interprété Nibiru comme une planète hypothétique à orbite elliptique, extrêmement longue, et cette interprétation a été rejetée par les astronomes et les assyriologues. Mais l'existence même du terme et son association récurrente avec la provenance des Anunnaki dans plusieurs textes distincts méritent une analyse plus précise que le simple rejet de l'interprétation de Sitchin ne le permet. Ce que les chercheurs qui travaillent en dehors du cadre de Sitchin, mais aussi en dehors du cadre académique strictement mythologique, ont proposé est une troisième voie. Selon cette approche, les Anunnaki pourraient être la représentation mémorielle d'une culture humaine ou proto-humaine antérieure, technologiquement plus avancée, dont le souvenir aurait été préservé et graduellement mythifié au fil des millénaires. Cette hypothèse ne requiert ni extraterrestre ni durée de vie impossible. Elle requiert seulement l'existence d'une civilisation antérieure suffisamment développée pour laisser une impression durable dans la mémoire collective de ses successeurs. Cette possibilité est celle que le reste de cette investigation examine en détail. Eridu est considérée par les archéologues comme la plus ancienne ville sumérienne. Les fouilles conduites sur le site, situé dans le sud de l'Irak actuel à environ 24 km au sud-ouest de l'ancienne Ur, ont révélé une occupation continue remontant à environ 5400 avant notre ère. Ce qui distingue Eridu de la plupart des sites archéologiques anciens n'est pas seulement son ancienneté, mais la structure de son développement. Les fouilles ont mis au jour 17 niveaux superposés de temples construits les uns sur les autres, chaque niveau correspondant à une reconstruction ou une expansion de la structure précédente. Le temple le plus ancien, au niveau 17, est une petite structure d'environ 3 mètres sur 4. Les niveaux supérieurs révèlent une expansion progressive vers des structures de plus en plus grandes et sophistiquées. Cette continuité architecturale sur plusieurs millénaires suggère une importance rituelle et administrative persistante qui transcende les changements de population et de dynamique politique régionale. Dans les textes sumériens, Eridu occupe une place particulière. La liste des rois la désigne comme le premier lieu où la royauté descendit du ciel après la création. Elle est associée à Enki, le dieu de la sagesse et des eaux douces, dont le temple principal, appelé l'Abzu ou le Abzu, est décrit dans de nombreux textes comme le lieu d'origine de la connaissance civilisatrice. Ce temple est décrit comme construit sur ou à proximité des eaux souterraines primordiales, les eaux douces de l'abîme que les Sumériens appelaient l'Apsu. Cette association entre Eridu Enki et la source de la connaissance est constante à travers des siècles de production textuelle sumérienne et akkadienne. Ce qui complique l'interprétation de cette association est la nature de la connaissance attribuée à Enki et à Eridu. Les textes décrivent Enki comme le gardien des mets, un terme sumérien qui désigne les fondements de la civilisation. Les mets sont listés dans plusieurs textes et cette liste inclut des éléments concrets et abstraits. La royauté, la prêtrise, la descente aux enfers, les instruments de musique, les métiers artisanaux, l'écriture, le droit, la vérité, la tromperie.
Cette liste a été interprétée comme une représentation symbolique des piliers de la culture sumérienne, présentée sous forme divine pour en affirmer le caractère sacré et immuable. Mais plusieurs chercheurs ont noté que la liste des meux ressemble davantage à un inventaire institutionnel qu'à une collection de symboles religieux. Elle décrit des fonctions sociales concrètes, des technologies culturelles précises et des structures de gouvernance identifiables. La question qui découle de cette observation est la suivante. Si les meux représentent les fondements de la civilisation sumérienne, et si ces meux sont décrits comme étant gardés à Eridu depuis une époque antérieure à la civilisation sumérienne elle-même, que cela implique-t-il sur l'origine de cette connaissance? Les textes ne présentent pas les meux comme une invention sumérienne, ils les présentent comme un héritage reçu, gardé par Enki à Eridu, et transmis à l'humanité à des moments spécifiques de son développement. Cette structure de transmission, connaissance préexistante, gardée par des êtres antérieurs, transmise progressivement à des êtres humains, est un schéma narratif qui apparaît dans des cultures séparées par des millénaires et des océans, ce qui mérite une analyse comparative sérieuse. Les données archéologiques d'Eridu ajoutent une dimension supplémentaire à cette question. Les fouilles ont révélé, dans les niveaux les plus anciens du site, des vestiges de poissons brûlés ou enterrés rituellement à l'intérieur de la structure du temple. Cette pratique est cohérente avec le culte d'Enki qui est associé aux poissons dans de nombreux textes et représenté dans l'iconographie avec des poissons émergeant de ses épaules. Mais ce qui a intrigué certains archéologues est le fait que ces offrandes de poissons apparaissent dès les couches les plus profondes du site, suggérant que la tradition cultuelle associée à Enki métier existait à Eridu dès les tout premiers stades de son occupation, avant même que la cité devienne le centre administratif et religieux décrit dans les textes historiques. Cette continuité entre les couches archéologiques les plus anciennes et les traditions textuelles enregistrées plusieurs millénaires plus tard est l'un des arguments que les chercheurs qui défendent une lecture plus littérale des textes sumériens utilisent le plus fréquemment. Si Eridu était simplement une ville comme les autres, dont les habitants ont progressivement développé un panthéon local, on pourrait s'attendre à une évolution des pratiques cultuelles au fil du temps. Ce que les fouilles révèlent est une stabilité remarquable, une constance dans la dédicace du site à une entité associée à l'eau, aux poissons et à la connaissance, maintenue sur une durée qui dépasse largement ce que la simple tradition locale permettrait d'expliquer. Cette stabilité n'est pas inexplicable dans un cadre académique standard, mais elle pose des questions sur la profondeur et l'origine de la tradition dont Eridu est le dépositaire. Le texte akkadien, connu sous le nom d'Atrahasis, est l'une des sources les plus complètes sur la création de l'humanité dans la tradition mésopotamienne. Composé vers 1700 avant notre ère, il est généralement considéré comme la transcription d'une tradition orale ou textuelle bien plus ancienne. Il décrit en détail les circonstances qui ont conduit à la création de l'être humain, les méthodes utilisées et les caractéristiques de l'être créé. C'est dans ce texte et dans plusieurs textes parallèles dont des passages de l'Enuma Elish et les légendes d'Adapa que la question de l'origine artificielle de l'humanité se pose avec le plus de précision. Le récit d'Atrahasis commence par décrire une situation de crise parmi les Anunnaki. Les dieux inférieurs, les Igigi, sont contraints d'effectuer des travaux physiques considérables, creuser des canaux, déplacer de la terre, irriguer des champs à un chetin, sous la direction des grands dieux. Après une période décrite comme durant 40 fois 100 ans, les Igigi se révoltent. Ils brûlent leurs outils et marchent sur la demeure d'Enlil pour protester contre leurs conditions. Face à cette crise, Enlil convoque un conseil des grands dieux et c'est Enki qui propose la solution. Créer un être capable d'assumer le travail à la place des Igigi. Cette solution est acceptée et le processus de création est décrit avec un niveau de détail technique qui contraste avec la vagueur habituelle des récits cosmogoniques mythologiques. La méthode de création décrite dans Atrahasis implique l'argile, le sang et la chair d'un dieu. Enki et la déesse Ninma mélangeant de l'argile avec le sang et la chair d'un être divin, généralement interprété comme un Igigi sacrifié volontairement pour créer le premier humain. L'être créé est décrit comme portant en lui l'image et la substance du divin, mais conçu pour servir. La terminologie utilisée dans le texte original akkadien pour décrire ce processus
a fait l'objet d'analyses linguistiques divergentes. L'académique mainstream interprète ces termes dans un sens allégorique. L'argile représente la matière brute de la nature, le sang divin représente l'étincelle de vie ou de conscience, et le mélange symbolise l'union du matériel et du spirituel qui caractérise la condition humaine dans de nombreuses traditions religieuses. Zecharia Sitchin et d'autres chercheurs alternatifs ont proposé une lecture différente. Selon eux, les termes techniques utilisés dans le texte, en particulier les termes akkadiens qui décrivent le mélange et la formation, correspondraient à une description approximative d'un processus de manipulation biologique ou génétique. Dans cette lecture, l'argile ne serait pas de la terre glaise mais un substrat biologique, le sang et la chair du dieu sacrifié fourniraient du matériel génétique et l'être résultant serait un hybride biologique entre les Anunnaki et une espèce hominidée préexistante. Cette interprétation a été rejetée par les assyriologues qui soulignent que rien dans la terminologie akkadienne ne supporte spécifiquement une lecture génétique et que cette interprétation projette des concepts modernes sur des textes anciens. Ce débat entre interprétation symbolique et interprétation littérale est réel et substantiel. Mais il masque une question plus fondamentale que ni l'une ni l'autre des deux lectures ne traite directement. Pourquoi ce texte décrit-il la création de l'humanité comme un acte délibéré, motivé par un besoin spécifique et utilisant une méthode précise? Les cosmogonies purement symboliques ont tendance à décrire la création humaine comme l'expression d'une volonté divine abstraite, un acte d'amour ou de désir de communication. Atrahasis décrit au contraire une création répondant à une urgence pratique, planifiée par un conseil, exécutée par des spécialistes et produisant un résultat aux caractéristiques définies. Cette structure narrative utilitaire est inhabituellement précise pour un texte supposément mythologique. D'autres textes sumériens et akkadiens ajoutent des détails qui compliquent davantage l'interprétation standard. Le texte connu sous le nom d'Enki et Ninma décrit plusieurs tentatives de création de l'être humain, certaines produisant des résultats défectueux, des êtres incapables de manger, de se reproduire ou de fonctionner normalement. Ces échecs successifs sont décrits avec une précision qui évoque un processus d'essai et d'erreur plutôt qu'une création divine infaillible. La déesse Ninma crée des êtres aux membres déficients, aux organes non fonctionnels, aux capacités intellectuelles limitées. Enki doit alors trouver des fonctions adaptées à chacun de ces êtres imparfaits. Ce récit d'essais et d'erreurs dans la création est l'un des éléments les plus difficiles à réconcilier avec une interprétation purement symbolique, car une métaphore de la création divine n'a généralement pas besoin de décrire les ratés du processus. Les légendes d'Adapa introduisent un autre niveau de complexité. Adapa est décrit comme le premier homme sage, créé par Enki avec une intelligence supérieure mais délibérément privé de l'immortalité. Le texte décrit comment Enki enseigne à Adapa la sagesse mais lui interdit de consommer la nourriture et l'eau de la vie lorsqu'il est convoqué devant Anu dans le ciel. Cette structure narrative, un être humain doté de capacités exceptionnelles mais limité délibérément dans sa durée de vie, présente des parallèles évidents avec d'autres traditions anciennes, notamment le récit biblique d'Adam dans le Jardin d'Éden, et pose la question de la relation entre les humains et leur créateur présumé dans des termes qui transcendent le cadre religieux conventionnel. Les textes mésopotamiens qui décrivent un cataclysme majeur sont nombreux et variés. Ils ne se limitent pas au récit du déluge que la tradition biblique a rendu le plus célèbre. Les archives cunéiformes contiennent des descriptions de plusieurs événements catastrophiques distincts, certains présentés comme antérieurs au déluge principal, d'autres comme postérieurs, et tous décrits avec un niveau de détail géographique et chronologique qui distingue ces récits des simples allégories morales. La question que pose cet ensemble textuel n'est pas de savoir si un grand déluge s'est produit. La géologie confirme plusieurs événements hydrologiques majeurs dans la région mésopotamienne et au-delà au cours des 10 derniers camps millénaires. La question est de savoir ce que les textes décrivent comme la cause de ces événements et ce qu'ils suggèrent sur la nature de la civilisation qui les a précédés.
Le texte sumérien, connu sous le nom d'Eridu Genesis, est l'une des sources les plus anciennes sur le déluge mésopotamien. Fragmentaire dans sa version conservée, il décrit néanmoins les éléments essentiels du récit. Une décision divine de détruire l'humanité par les eaux, un homme pieux, appelé Ziusudra dans la version sumérienne, averti par Enki de la catastrophe imminente et instruit de construire un grand bateau pour survivre. La structure de ce récit est parallèle à celle du récit de Noé dans la Genèse et à celle du récit d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh. Ces parallèles ont fait l'objet de discussions académiques considérables sur les relations de dépendance entre ces traditions. Ce qui est moins fréquemment discuté est la question de ce que les textes décrivent comme la raison de la destruction. Dans Atrahasis, la raison donnée pour le déluge est le bruit que fait l'humanité. Le texte décrit Enlil incapable de dormir à cause du tumulte croissant de la population humaine sur Terre. Avant de recourir au déluge, il envoie des épidémies et des famines pour réduire la population. Ces mesures s'avèrent insuffisantes et il ordonne finalement le déluge. Cette justification, la destruction de l'humanité parce qu'elle fait trop de bruit, a souvent été interprétée comme une métaphore de la désobéissance ou de l'impiété humaine, le bruit représentant le désordre moral plutôt que le son littéral. Mais certains chercheurs ont proposé une interprétation différente. Le terme akkadien utilisé pour décrire ce bruit, rigmou, peut aussi désigner une clameur, une révolte ou une agitation sociale organisée. Dans cette lecture, le cataclysme ne serait pas une punition divine pour l'impiété, mais une réponse à une résistance humaine organisée contre l'autorité des Anunnaki. Cette interprétation alternative transforme radicalement la signification du récit du déluge. Si le cataclysme est décrit comme une réponse à une rébellion humaine plutôt qu'à une désobéissance religieuse, il place l'événement dans un cadre politique et non théologique. Il suggère que la relation entre les Anunnaki et l'humanité était caractérisée par un rapport de domination que l'humanité cherchait à remettre en question, et que la destruction par le déluge était un acte de contrôle plutôt qu'un acte de justice morale. Cette lecture ne peut pas être prouvée sur la base des textes existants, mais elle est cohérente avec la logique narrative d'Atrahasis et avec les descriptions d'Enlil dans d'autres textes, où il apparaît systématiquement comme la force la plus hostile à l'humanité parmi les grands Anunnaki. L'épopée de Gilgamesh, dans sa tablette 11, contient la version la plus complète du récit du déluge en langue akkadienne. Utnapishtim, le survivant du déluge, décrit à Gilgamesh les circonstances de l'événement avec une précision géographique et technique remarquable. Il décrit les dimensions du bateau, les matériaux utilisés pour l'imperméabiliser, la durée de la tempête et la nature des eaux. Il décrit aussi les dieux eux-mêmes comme effrayés par l'ampleur du cataclysme qu'ils ont déclenché, un détail qui, dans une lecture mythologique standard, représente l'imprévisibilité des forces naturelles, mais qui, dans une lecture plus littérale, suggère que l'événement a échappé au contrôle de ses initiateurs. Ce que ces textes décrivent collectivement est un événement catastrophique d'amplitude suffisante pour effacer presque entièrement une civilisation préexistante. La tradition orale préservée dans les textes cunéiformes maintient une mémoire de ce qui existait avant le déluge, des cités, des rois, des institutions, une organisation sociale complexe. Après le déluge, les textes décrivent une reconstruction, une transmission de connaissances aux survivants et un recommencement de la civilisation sous une forme modifiée. Cette structure, civilisation, cataclysme, reconstruction, est le schéma narratif fondamental des textes mésopotamiens relatifs au déluge, et c'est ce schéma qui pose la question la plus fondamentale de cette investigation. Qu'était exactement la civilisation qui existait avant le cataclysme, et dans quelle mesure en reste-t-il des traces matérielles ou textuelles ? La position académique standard sur le déluge mésopotamien est nuancée mais cohérente dans ses grandes lignes. Les historiens reconnaissent l'existence de récits de déluge dans plusieurs traditions mésopotamiennes et les traitent comme des réponses culturelles à des inondations catastrophiques réelles mais localisées dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. La géologie de la région confirme plusieurs événements d'inondations majeures au cours des 10 derniers millénaires, dont certains ont pu être suffisamment destructeurs pour laisser une impression durable dans la mémoire collective des populations riveraines. Cette explication est raisonnable, géologiquement fondée et cohérente avec des parallèles observés dans d'autres cultures fluviales à travers le monde.
mais elle laisse sans réponse plusieurs aspects précis des textes qui résistent à cette interprétation localisée. Le premier de ces aspects est l'amplitude décrite dans les textes eux-mêmes. L'épopée de Gilgamesh ne décrit pas une inondation locale, elle décrit un événement qui noie les montagnes, qui obscurcit le soleil pendant plusieurs jours et dont les eaux couvrent la terre entière telle qu'Utnapishtim la connaît. La tablette 11 précise que même les dieux ont fui vers les sphères célestes supérieures pour échapper aux eaux. Cette ampleur cosmique pourrait être une exagération rhétorique, un procédé courant dans la littérature épique ancienne. Mais si l'on accepte ce type d'explication pour les parties du texte qui contredisent la réalité physique, on doit appliquer le même principe d'exagération à l'ensemble du texte, ce qui fragilise l'argument selon lequel les détails géographiques précis du même texte sont, eux, historiquement fiables. La deuxième contradiction concerne la chronologie. Les textes mésopotamiens situent le déluge à une période antérieure aux dynasties historiques vérifiables, mais postérieure à la création de l'humanité et à l'établissement des premières cités. Les datations proposées par les chercheurs, qui tentent de corréler le déluge textuel avec des événements géologiques réels, varient considérablement. Certains proposent l'événement de la mer Noire, daté d'environ 5600 avant notre ère, comme candidat principal. La théorie de Ryan et Pittman, publiée en 1997, suggère que la Méditerranée a percé le Bosphore à cette période, inondant rapidement un lac d'eau douce pour former la mer Noire actuelle, déplaçant des populations humaines sur des distances considérables. Cette théorie a été partiellement corroborée par des données sismiques et des analyses sédimentaires, mais elle reste contestée, et sa corrélation avec les récits mésopotamiens spécifiques est indirecte. D'autres chercheurs proposent la fin de la dernière période glaciaire, vers 10 000 à 8 000 avant notre ère, comme le cadre chronologique du déluge décrit dans les textes. Cette période a été marquée par une élévation rapide du niveau des mers à l'échelle mondiale, estimée entre 60 et 120 mètres selon les régions, résultant de la fonte des calottes glaciaires. Des régions côtières entières ont été submergées sur des durées relativement courtes à l'échelle géologique, bien que lentes à l'échelle humaine individuelle. Si des populations organisées existaient dans ces régions côtières au moment de la submersion, le souvenir de cette montée des eaux aurait pu être préservé dans des traditions orales transmises sur des millénaires avant d'être mis par écrit dans les premiers textes cunéiformes. Cette hypothèse a l'avantage d'expliquer l'amplitude globale décrite dans les textes, mais elle requiert l'existence de civilisations organisées à une date bien antérieure à ce que l'archéologie mainstream reconnaît actuellement. La troisième contradiction, et la plus difficile à résoudre, concerne ce que les textes décrivent comme préservé pendant le déluge. Utnapishtim, dans l'épopée de Gilgamesh, ne préserve pas seulement sa famille et des animaux. Le texte précise qu'il embarque aussi les artisans de toutes les disciplines, les semences de toutes les plantes cultivées et la connaissance des métiers. Cette liste suggère une préoccupation spécifique pour la transmission de la connaissance technique et culturelle, une préoccupation qui n'est pas caractéristique d'un simple récit de survie face à une inondation locale, mais qui correspond davantage à la conscience d'une civilisation en train de disparaître, qui cherche à préserver son héritage intellectuel et technique. Dans le texte d'Eridu Genesis, Ziusudra est décrite pour Lessi après le déluge comme recevant la vie éternelle et étant transportée vers un lieu paradisiaque appelé Dilmun. Cette récompense divine pour la préservation de la connaissance civilisatrice suggère que la survie de Ziusudra est perçue dans le texte lui-même, non pas comme un simple accident de chance ou de piété individuelle, mais comme une mission préservée. Quelqu'un ou quelque chose a voulu que la connaissance survive. Cette intention de préservation, présente dans plusieurs versions du récit du déluge, est l'un des éléments les plus cohérents à travers les différentes traditions qui décrivent un cataclysme global. Elle implique l'existence d'une connaissance suffisamment précieuse pour justifier une planification de sa transmission à travers un événement destructeur de civilisation. L'une des approches les plus récentes dans l'étude des civilisations préhistoriques consiste à croiser les données géologiques avec le contenu des textes anciens pour identifier des correspondances entre les événements physiques enregistrés dans la roche et les événements décrits dans les traditions orales et écrites.
Cette approche, parfois appelée géomythologie, est reconnue par une partie de la communauté académique, notamment dans le domaine des études sur les impacts météoritiques et les tsunamis anciens. Elle part du principe que les traditions orales peuvent préserver, sous forme symbolique ou narrative, le souvenir d'événements catastrophiques réels survenus bien avant l'invention de l'écriture. Appliquée aux textes sumériens, cette approche produit des résultats qui méritent un examen sérieux. Les textes sumériens décrivent plusieurs types de catastrophes distinctes qui ne se réduisent pas au seul déluge. Les lamentations sur la destruction d'Ur et les lamentations sur la destruction de Sumer et d'Akkad, composées vers 2000 avant notre ère pour commémorer la fin de la troisième dynastie d'Ur, décrivent des événements catastrophiques avec une iconographie qui dépasse la simple invasion militaire. Elles mentionnent une tempête envoyée par les dieux, une chaleur dévastatrice, une destruction qui vient du ciel. Ces textes ont été interprétés comme des métaphores de l'invasion des Amorites et des Élamites, qui ont effectivement mis fin à la troisième dynastie de Ur. Mais certains chercheurs ont noté que les descriptions physiques dans ces lamentations, une chaleur soudaine et intense, une destruction qui frappe simultanément plusieurs cités, pourrait correspondre à un événement cosmique plutôt qu'à une campagne militaire conventionnelle. Cette hypothèse a été explorée par des chercheurs comme Mark Hemsel et Alan Bond, qui ont proposé en 2008 que la tablette cunéiforme connue sous la référence K8538, conservée au British Museum et datant d'environ 700 avant notre ère, pourrait être la copie d'une observation astronomique sumérienne décrivant l'impact d'un astéroïde ou d'une comète. La tablette contient des notations astronomiques qui, selon leur analyse, correspondent à la trajectoire d'un corps céleste entrant dans l'atmosphère terrestre à un angle et une direction précis. Cette interprétation a été contestée par d'autres assyriologues et astronomes et ne fait pas consensus. Mais elle illustre la possibilité que les textes cunéiformes contiennent des enregistrements d'observations astronomiques précises que la lecture mythologique standard ne permet pas d'identifier. La géologie de la région mésopotamienne elle-même contient des anomalies qui ont conduit certains chercheurs à chercher des correspondances avec les catastrophes décrites dans les textes. Les analyses sédimentaires de la plaine alluviale du Tigre et de l'Euphrate révèlent plusieurs couches de dépôts correspondant à des inondations majeures survenues à différentes périodes. La couche identifiée à Ur par Leonard Woolley dans les années 1920 et des couches similaires identifiées à Kish et à d'autres sites correspondent à des événements d'inondation qui se situent dans des fourchettes chronologiques différentes, suggérant non pas un seul déluge universel, mais plusieurs événements hydrologiques majeurs successifs. Cette multiplicité d'événements est cohérente avec la structure des textes mésopotamiens, qui décrivent effectivement plusieurs catastrophes distinctes à des périodes différentes. Au-delà de la Mésopotamie, la géologie mondiale enregistre plusieurs événements catastrophiques dans les périodes qui correspondent approximativement aux chronologies suggérées par les textes sumériens. L'événement de Younger Dryas, survenu vers 10 900 avant notre ère, a provoqué un refroidissement brutal et global qui a duré environ 1200 ans et qui a été suivi d'un réchauffement tout aussi rapide. Les mécanismes de cet événement sont encore débattus par les climatologues et les géologues, mais l'hypothèse d'un impact cosmique, fragments de comètes ou d'astéroïdes dispersés sur plusieurs points d'impact, a gagné du terrain ces dernières années, notamment avec la publication de données géochimiques suggérant la présence de marqueurs d'impact dans des couches sédimentaires datant de cette période sur plusieurs continents. Si un tel événement s'est produit à cette date, il aurait pu avoir des conséquences dévastatrices sur des populations humaines organisées existant à cette époque. Populations dont les textes sumériens, plusieurs millénaires plus tard, pourraient conserver le souvenir. La question qui se pose alors est celle de la fidélité de la transmission mémorielle sur ces durées. Peut-on raisonnablement supposer qu'un événement survenu vers 10 000 avant notre ère soit encore reconnaissable dans des textes écrits vers 2000 avant notre ère, soit 8000 ans plus tard? Des études anthropologiques sur des traditions orales de peuples indigènes en Australie et en Amérique du Nord suggèrent que certaines traditions orales peuvent préserver des informations précises sur des événements géologiques, comme des éruptions volcaniques ou des changements de littoral, sur des durées allant jusqu'à 10 000 ans. Si ces résultats sont généralisables,
Ils fournissent un mécanisme plausible par lequel la mémoire de catastrophes préhistoriques majeures aurait pu être préservée dans les traditions qui ont finalement été mises par écrit dans les textes cunéiformes sumériens. L'astronomie sumérienne est l'une des disciplines scientifiques les mieux documentées de l'Antiquité. Les Sumériens et leurs successeurs babyloniens ont développé un système d'observation et de calcul astronomique d'une précision remarquable, dont certains éléments ne seront retrouvés ou dépassés en Europe occidentale que plusieurs millénaires plus tard. Ce fait est reconnu et documenté par l'histoire des sciences. Ce qui est moins fréquemment discuté dans ce contexte est la question de l'origine de ces connaissances, non pas dans le sens de leur développement progressif au fil du temps, ce qui est bien attesté pour la période babylonienne, mais dans le sens de leur point de départ. Les premières tablettes astronomiques sumériennes ne montrent pas un système en train de se développer à partir de zéro. Elles montrent un système déjà structuré avec des catégories établies, des cycles identifiés et des conventions de notation qui impliquent une longue pratique préalable dont les traces n'ont pas été retrouvées. Le système sexagésimal sumérien, un système numérique de base 60, est l'un des héritages les plus durables de la civilisation mésopotamienne. Il est à l'origine de notre division du cercle en 360 degrés, de l'heure en 60 minutes et de la minute en 60 secondes. L'adoption universelle de ce système dans la mesure du temps et des angles géographiques est en elle-même remarquable. Pourquoi une base 60 plutôt qu'une base 10 ou 12 se serait-elle imposée à l'échelle globale pour ces mesures spécifiques? La réponse académique standard est que la base 60 présente des avantages mathématiques pratiques. Elle est divisible par un grand nombre de facteurs, ce qui l'aurait rendue utile pour les calculs astronomiques et commerciaux. Cette explication est valide, mais elle ne répond pas à la question de comment les Sumériens sont arrivés à ce système en premier lieu, ni pourquoi il apparaît déjà pleinement développé dans les textes les plus anciens disponibles. Les connaissances planétaires des Sumériens ont également suscité des débats. Les textes sumériens et babyloniens montrent une connaissance de plusieurs planètes du système solaire, incluant des descriptions de leurs mouvements apparents dans le ciel nocturne et des cycles de leurs apparitions et disparitions. Ce qui a retenu l'attention de certains chercheurs est la précision de certaines de ces descriptions, pour des corps célestes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, ou du moins pas facilement identifiables sans instruments optiques. La planète Uranus et la planète Neptune sont généralement considérées comme des découvertes modernes, respectivement datées de 1781 et 1846. Certains chercheurs ont affirmé identifier des références à ces planètes dans des textes mésopotamiens anciens. Ces affirmations sont fortement contestées par les astronomes et les assyriologues qui soulignent que les identifications planétaires dans les textes anciens sont souvent ambiguës et que les noms planétaires mésopotamiens ne correspondent pas nécessairement aux planètes modernes auxquelles on les associe parfois. Mais indépendamment de ces controverses spécifiques, un ensemble de connaissances astronomiques sumériennes est indiscutablement avancé pour une civilisation dont l'histoire officielle ne remonte qu'à 5000 ans. La connaissance du cycle de la précession des équinoxes, un cycle d'environ 25 900 ans résultant du basculement progressif de l'axe de rotation terrestre, est l'un de ces éléments. La précession des équinoxes produit un déplacement graduel de la position du Soleil levant aux équinoxes, déplaçant progressivement le point vernal à travers les constellations du zodiaque sur une période de quelques millénaires par constellation. Les textes mésopotamiens montrent une conscience d'astronomie sumérienne est l'une des disciplines scientifiques les mieux documentées de l'Antiquité. Les Sumériens et leurs successeurs babyloniens ont développé un système d'observation et de calcul astronomique d'une précision remarquable, dont certains éléments ne seront retrouvés ou dépassés en Europe occidentale que plusieurs millénaires plus tard. Ce fait est reconnu et documenté par l'histoire des sciences. Ce qui est moins fréquemment discuté dans ce contexte est la question de l'origine de ces connaissances, non pas dans le sens de leur développement progressif au fil du temps, ce qui est bien attesté pour la période babylonienne, mais dans le sens de leur point de départ. Les premières tablettes astronomiques sumériennes ne montrent pas un système en train de se développer à partir de ce phénomène, et certains chercheurs, notamment Giorgio de Santillana et Herta von Deschen dans leur ouvrage Le Moulin d'Hamlet, ont soutenu que la mythologie mésopotamienne et d'autres mythologies anciennes
encode systématiquement des informations sur la précession des équinoxes dans ses structures narratives. Si cette thèse est correcte, et elle reste controversée mais a trouvé un écho dans certains cercles académiques spécialisés en archéoastronomie, elle implique une observation astronomique continue sur des millénaires pour accumuler suffisamment de données permettant d'identifier et de comprendre le cycle de précession. Une civilisation humaine organisée aurait dû observer le ciel de manière systématique pendant plusieurs milliers d'années au minimum pour accumuler les données nécessaires à la reconnaissance de ce cycle. Cette durée d'observation dépasse largement la chronologie officielle de la civilisation sumérienne et pointe vers une tradition astronomique dont les origines seraient antérieures aux premières cités connues. Ce point de convergence entre l'astronomie sumérienne et la question d'une civilisation antérieure est l'un des plus difficiles à traiter dans un cadre purement conventionnel. Si les Sumériens ont hérité d'une tradition astronomique déjà mature, cette tradition devait avoir une source. Les textes sumériens eux-mêmes attribuent la connaissance astronomique aux Anunnaki, décrits comme les premiers à avoir cartographié le ciel et établi les cycles calendaires. Cette attribution, traitée comme mythologique dans le cadre standard, mérite d'être examinée à la lumière de la question plus large de l'origine de la sophistication astronomique sumérienne. L'existence de parallèles entre les récits sumériens et d'autres traditions anciennes est un fait bien établi dans la recherche comparative des mythologies. Les similarités entre le déluge sumérien et le déluge biblique, entre le récit de création d'Atrahasis et certains passages de la Genèse entre les Anunnaki et les Néphilim de la tradition hébraïque, ont été documentés et analysés depuis la découverte des tablettes cunéiformes au XIXe siècle. L'explication académique standard pour ces parallèles est la diffusion culturelle. Les traditions hébraïques auraient absorbé des éléments mésopotamiens pendant la période de captivité babylonienne et les contacts commerciaux et diplomatiques antérieurs entre les royaumes hébraïques et les empires mésopotamiens. Cette explication est solide et bien documentée pour les parallèles les plus évidents entre textes mésopotamiens et textes bibliques. Mais les parallèles ne s'arrêtent pas à la sphère méditerranéenne et proche-orientale. Des structures narratives similaires à celles des textes sumériens apparaissent dans des traditions culturelles séparées de la Mésopotamie par des océans et des millénaires. La tradition védique indienne décrit des êtres célestes appelés les Devas et les Asuras qui se disputent le contrôle de la terre, des récits de création impliquant une manipulation de la matière vivante et des cataclysmes mondiaux périodiques appelés Pralaya qui effacent et réinitialisent la civilisation. La tradition maya décrit plusieurs ères de création et de destruction successives, avec des êtres divins qui modèlent et remplacent à plusieurs reprises leurs créatures humaines. Les traditions polynésiennes décrivent des divinités navigatrices venues de l'horizon qui apportent la connaissance et l'organisation sociale à des populations qui en étaient dépourvues. Ces parallèles transculturels ont été abordés de deux manières distinctes dans la littérature académique. La première approche, représentée notamment par les travaux de Carl Jung et ses successeurs, propose que ces similitudes reflètent des structures psychologiques universelles, des archétypes de l'inconscient collectif qui se manifestent de manière similaire dans toutes les cultures humaines, indépendamment de leurs contacts historiques. Dans cette lecture, les récits de création divine, de déluge et de civilisateurs célestes sont des expressions différentes des mêmes processus psychologiques fondamentaux. La quête des origines, la peur de la destruction et la projection de l'autorité parentale sur le cosmos. Cette interprétation a l'avantage d'expliquer les similitudes sans nécessiter de contacts historiques directs. La deuxième approche, plus récente et développée notamment par les travaux de Kaleman, de Graham Hancock et d'autres chercheurs alternatifs, propose que ces parallèles reflètent une source historique commune, une civilisation ancienne globalement connectée dont les différentes traditions culturelles seraient les héritières partielles. Dans cette lecture, les similitudes entre les textes sumériens, védiques, mayas et polynésiens ne seraient pas le produit de processus psychologiques universels, mais la trace de contacts historiques réels ou d'une origine culturelle partagée remontant à une période antérieure aux civilisations connues. Cette hypothèse requiert l'existence d'une civilisation préhistorique capable d'une diffusion culturelle à l'échelle mondiale, un prérequis que la plupart des archéologues mainstream considèrent comme non démontré. Entre ces deux positions, plusieurs chercheurs ont proposé une position intermédiaire. Michael Witzel, philologue comparatif à Harvard, a analysé les mythologies mondiales dans son ouvrage The Origins of the World's Mythologies
et proposer que les similitudes entre les traditions mythologiques de populations séparées par des migrations préhistoriques, notamment la migration out of Africa et les peuplements de l'Asie, de l'Europe et des Amériques, reflètent une tradition narrative commune préservée pendant des dizaines de millénaires de séparation géographique. Dans cette lecture, les récits de création divine et de déluge seraient non pas des inventions indépendantes ni la trace d'une civilisation globale avancée, mais le résidu d'une tradition narrative proto-humaine extraordinairement ancienne, transmise par voie chorale depuis l'Afrique préhistorique. Cette hypothèse a des implications importantes pour l'interprétation des textes sumériens. Si les récits qu'ils contiennent préservent des fragments d'une tradition narrative vieille de plusieurs dizaines de millénaires, alors les événements qu'ils décrivent, création de l'humanité, civilisateurs préhumains, cataclysmes globaux, pourraient refléter des réalités historiques ou biologiques remontant à des périodes bien antérieures à la Mésopotamie de l'âge du bronze. Cette possibilité ne peut pas être vérifiée avec les outils actuels de l'archéologie ou de la philologie, mais elle ne peut pas non plus être simplement rejetée sans un examen sérieux de la durée potentielle de la transmission narrative orale dans les traditions humaines. Ce qui ressort de cette analyse comparative est une question fondamentale sur la nature de la mémoire collective humaine. Si des traditions narratives peuvent être préservées sur des dizaines de millénaires avec suffisamment de cohérence pour que des chercheurs du XXIe siècle identifient des parallèles structuraux entre elles, alors les textes sumériens ne peuvent pas être simplement traités comme des inventions culturelles locales de l'âge du bronze. Ils doivent être considérés comme des points dans un réseau de transmission d'informations qui s'étend bien au-delà de leur contexte de production immédiat et qui préserve potentiellement des informations sur des réalités historiques que l'archéologie conventionnelle n'a pas encore les outils pour atteindre. Les textes sumériens ne décrivent pas seulement la civilisation qui les précède dans le temps. Ils décrivent aussi sa fin, et les circonstances de cette fin sont présentées avec un niveau de détail qui les distingue de la narration symbolique habituelle. Plusieurs textes distincts convergent sur un ensemble d'éléments récurrents, une destruction délibérée, une décision prise par un conseil, une résistance partielle de certains membres de ce conseil à la décision et une préservation intentionnelle d'une fraction de ce qui existait avant. Cette structure, délibération, destruction, préservation sélective, est cohérente à travers des versions textuelles d'origine et d'époques différentes, ce qui suggère qu'elle ne résulte pas d'une invention narrative locale mais d'une tradition ancienne et stable. Dans Atrahasis, la décision de détruire l'humanité est présentée comme une décision collective des grands Anunnaki, menée par Enlil. Mais cette décision n'est pas unanime. Enki s'y oppose et choisit de protéger Atrahasis en l'avertissant secrètement de la catastrophe imminente. Cette opposition entre Enlil et Enki n'est pas un épisode isolé dans les textes sumériens. Elle constitue un thème récurrent à travers tout le corpus. Enlil comme force de destruction et de limitation, Enki comme force de préservation et de transmission de la connaissance. Ce dualisme structurel dans la hiérarchie des Anunnaki a été interprété par les historiens des religions comme une représentation mythologique des forces opposées de l'ordre et du chaos, ou de la nature et de la culture. Mais dans le contexte d'une lecture plus littérale, il pourrait représenter un conflit réel au sein d'une organisation gouvernante sur la question de ce qui doit être préservé ou détruit lors d'un événement catastrophique. Ce qui doit être préservé, selon les textes, est toujours de l'ordre de la connaissance et de la capacité reproductive. Atrahasis embarque sa famille et des représentants des espèces vivantes. Utnapishtim, dans l'épopée de Gilgamesh, emporte les artisans et les semences. Dans d'autres traditions qui partagent la structure du récit du déluge, notamment la tradition hindoue du déluge de Manu, le survivant emporte les Védas, la connaissance sacrée, à la demande d'une divinité. Cette constance dans la nature de ce qui est préservé, la connaissance et la capacité de reproduction biologique et culturelle, suggère que les textes décrivent non pas une survie par chance, mais une préservation planifiée, orientée vers la reconstitution d'une civilisation à partir de ses éléments les plus essentiels. La question de ce qui a été perdu, ce qui n'a pas été préservé, est celle que les textes abordent le moins directement, mais dont ils donnent néanmoins des indices. Les lamentations sumériennes sur la destruction de cités décrivent des pertes spécifiques, des temples détruits, des rituels interrompus, des lignées royales éteintes, des connaissances sacerdotales perdues. Ces lamentations ne décrivent pas une destruction totale et uniforme, mais une destruction sélective qui a épargné certains éléments et anéanti d'autres.
Cette sélectivité dans la destruction est cohérente avec l'idée que l'événement cataclysmique décrit dans les textes n'était pas purement naturel, mais impliquait des agents qui avaient la capacité de déterminer ce qui serait détruit et ce qui serait préservé. L'épopée de Gilgamesh introduit dans ce contexte un élément supplémentaire qui mérite attention. Gilgamesh lui-même, dans sa quête d'immortalité, cherche à retrouver une plante des profondeurs marines qui restaurerait la jeunesse. Il la trouve, puis la perd. Ce récit a été interprété comme une allégorie de la condition humaine mortelle et de l'impossibilité d'échapper à la mort. Mais dans le contexte de la recherche sur une civilisation préexistante, la plante des profondeurs marines que Gilgamesh cherche pourrait représenter une connaissance perdue, littéralement submergée sous les eaux, que les êtres de l'époque post-diluvienne tentent de retrouver sans y parvenir entièrement. Cette lecture symbolique plus précise place la quête de Gilgamesh non pas dans le registre de la philosophie morale, mais dans celui de la récupération d'un héritage perdu lors du cataclysme. Les textes décrivant la période immédiatement post-diluvienne insistent sur la reconstruction institutionnelle. La liste des rois, dans sa section post-diluvienne, décrit la reconstitution progressive de la royauté dans des cités nouvelles ou reconstruites. Cette reconstitution est présentée comme un processus guidé par les dieux. Les Anunnaki fournissent à nouveau les institutions et les connaissances nécessaires à l'organisation sociale, comme si la destruction avait effacé ce qu'ils avaient précédemment transmis et qu'il fallait recommencer le processus de transmission depuis le début. Cette répétition de la transmission de la connaissance civilisatrice, d'abord avant le déluge, puis à nouveau après, est l'une des structures les plus suggestives des textes sumériens pour qui cherche à comprendre la nature de la civilisation perdue qu'ils décrivent. L'archéologie conventionnelle a produit depuis le XIXe siècle un corpus considérable de données sur les origines de la civilisation en Mésopotamie et dans les régions adjacentes. Ces données dessinent un tableau cohérent d'une évolution graduelle des sociétés humaines depuis des communautés de chasseurs-cueilleurs vers des villages agricoles, puis vers des cités-États organisées. Ce tableau est étayé par des milliers de sites fouillés, des millions d'artefacts catalogués et des analyses stratigraphiques précises. Mais dans ce corpus bien établi, il existe des anomalies, des sites, des structures et des artefacts qui ne s'intègrent pas facilement dans le schéma d'une évolution graduelle, dont l'existence mérite un examen sérieux. Le site de Göbekli Tepe, en Turquie du Sud-Est, est peut-être l'anomalie archéologique la plus significative de ces dernières décennies. Découvert par Klaus Schmidt dans les années 1990 et fouillé jusqu'à sa mort en 2014, ce site présente des cercles de piliers en forme de T sculptés, certains atteignant 5 mètres de hauteur et pesant plusieurs tonnes, disposés en arrangements circulaires complexes. La datation du site le place entre 9600 et 8200 avant notre ère, soit plusieurs millénaires avant la construction de Stonehenge et plusieurs millénaires avant les premières cités sumériennes identifiées. Ce qui rend Göbekli Tepe particulièrement problématique pour le schéma standard est que sa construction requiert une organisation sociale, une planification à long terme et des capacités techniques. Taille de la pierre, transport et érection de mégalithes, qui dépassent ce que l'on attribue généralement aux sociétés de chasseurs-cueilleurs, et pourtant, le site ne présente pas de traces d'habitation permanente. Il semble avoir été un lieu de rassemblement rituel construit par des populations qui ne vivaient pas sur place. La signification de Göbekli Tepe pour la question d'une civilisation préhistorique avancée est double. D'une part, il confirme que des formes d'organisation sociale complexes existaient bien avant les dates conventionnellement associées aux premières civilisations. D'autre part, son apparence dans le registre archéologique sans précédent locaux clairs soulève la question de l'origine des capacités techniques et organisationnelles qu'il représente. Klaus Schmidt lui-même a suggéré que Göbekli Tepe pourrait avoir été le centre organisateur d'une révolution néolithique locale, les communautés se rassemblant pour sa construction ayant ensuite développé l'agriculture comme moyen de nourrir les rassemblements. Mais cette hypothèse, aussi intéressante soit-elle, inverse la chronologie standard, ce serait l'organisation rituelle complexe qui précéderait et produirait l'agriculture, plutôt que l'inverse. En Mésopotamie même, les fouilles d'Éridu et d'autres sites anciens ont révélé des traces d'une planification urbaine et d'une ingénierie hydraulique à une date plus ancienne que ce que le schéma standard prédit.
Les systèmes d'irrigation identifiés autour des premières cités sumériennes impliquent une connaissance précise de la topographie, une capacité de coordination d'une main-d'œuvre considérable et une planification à long terme des ressources en eau. Ces systèmes ne montrent pas les traces d'une expérimentation progressive. Ils apparaissent dans les couches archéologiques les plus anciennes déjà sous une forme fonctionnelle et relativement sophistiquée. Cette sophistication initiale est l'une des anomalies les plus fréquemment citées par les chercheurs qui argumentent en faveur d'une transmission de connaissances préexistantes plutôt que d'un développement local ex nihilo. Hors de la Mésopotamie, plusieurs sites présentent des caractéristiques qui résistent à une interprétation dans le cadre de la chronologie standard. Les monuments mégalithiques de Pumapunku en Bolivie, datés d'environ 500 à 600 avant notre ère dans leur état actuel mais associés à des structures potentiellement plus anciennes dans certaines analyses, présentent des blocs de pierre taillés avec une précision qui a conduit certains ingénieurs à estimer que leur production aurait nécessité des outils métalliques d'une dureté supérieure à ce que les technologies contemporaines de leur datation suggèrent. Des structures sous-marines identifiées au large de l'île de Yonaguni au Japon, datées par certains chercheurs d'avant 10 000 avant notre ère sur la base du niveau marin de l'époque de leur submersion supposée, présentent des angles et des surfaces qui semblent trop réguliers pour être entièrement naturels, bien que ce point soit fortement débattu entre géologues. Ce que ces anomalies partagent n'est pas une preuve directe d'une civilisation avancée préhistorique. Aucun de ces sites pris isolément ne constitue une démonstration concluante, mais leur accumulation dans des régions géographiquement éloignées et à des dates qui se situent dans les fourchettes chronologiques suggérées par les textes sumériens pour la période prédiluvienne constitue un ensemble de questions auxquelles l'archéologie conventionnelle n'a pas encore fourni de réponse entièrement satisfaisante. L'existence de ces questions ne valide pas les théories alternatives les plus extrêmes, mais elle justifie un examen plus systématique des données disponibles dans un cadre qui ne présuppose pas que la chronologie standard de la civilisation humaine est complète et définitive. La question de savoir si des informations importantes sur les origines de la civilisation humaine ont été délibérément supprimées ou marginalisées dans le registre académique est l'une des plus délicates à aborder de manière rigoureuse. Elle est délicate parce qu'elle est facilement instrumentalisée dans des directions qui dépassent l'analyse historique, vers des théories du complot généralisé ou vers des attaques ad hominem contre des institutions ou des individus. Mais elle mérite d'être examinée sérieusement, parce que la sociologie de la connaissance académique, la manière dont les disciplines scientifiques définissent leurs frontières, gèrent les anomalies et traitent les théories qui contredisent leur paradigme dominant, est un domaine d'étude légitime qui a produit des analyses importantes sur la manière dont la connaissance est construite et préservée dans les institutions. L'histoire de l'assyrologie fournit plusieurs exemples de données qui ont été marginalisées, non pas parce qu'elles étaient réfutées, mais parce qu'elles ne s'intégraient pas dans le cadre interprétatif dominant. La traduction des tablettes de Nippur, commencée dans les années 1890 et poursuivie pendant des décennies, a produit un corpus de textes dont certains contenus ont été présentés dans des publications académiques avec des traductions qui minimisaient ou neutralisaient les aspects les plus problématiques pour l'interprétation standard. Ce n'est pas nécessairement le résultat d'une intention de dissimulation. Les traducteurs travaillaient dans le cadre de leurs propres présupposés théoriques, comme tout chercheur, mais le résultat est que certains passages de textes sumériens ont été présentés au public académique dans des versions qui orientaient déjà leur interprétation dans une direction spécifique. Samuel Noah Kramer, l'un des assyriologues les plus importants du XXe siècle, a lui-même reconnu dans certains de ses écrits que les textes sumériens contenaient des descriptions qui résistaient aux interprétations mythologiques standard. Son ouvrage L'Histoire commence à Sumer, malgré son titre qui suggère une lecture conventionnelle, contient des passages où Kramer note avec un certain embarras que certains textes décrivent des situations qui ne correspondent pas à ce que l'on attendrait d'une simple mythologie religieuse. Ces réserves de Kramer n'ont pas conduit à une révision significative du cadre interprétatif académique, mais elles illustrent de là
que les tensions entre les données textuelles et leur interprétation standard ont été reconnues de l'intérieur de la discipline elle-même. La question des tablettes non traduites est une autre dimension de cette problématique. Si l'on estime que seulement une fraction des 500 000 tablettes cunéiformes connues a été intégralement traduite et publiée, la question de ce que contiennent les tablettes non publiées est légitime. Ce n'est pas une question de dissimulation active. La plupart des tablettes non publiées le sont parce qu'elles sont administratives, répétitives ou endommagées, et non parce qu'elles contiennent des informations explosives. Mais la priorité donnée à la traduction et à la publication de certains textes plutôt que d'autres est nécessairement une décision éditoriale qui reflète les intérêts et les présupposés de la discipline à un moment donné. Des textes qui semblaient peu importants dans le cadre des questions académiques des années 1950 pourraient s'avérer centraux dans le cadre de questions différentes posées aujourd'hui. La marginalisation institutionnelle des chercheurs qui proposent des lectures alternatives des textes anciens est un phénomène documenté qui a des conséquences réelles sur la production de connaissances dans ce domaine. Des chercheurs comme Immanuel Velikovsky, dont les théories sur les catastrophes cosmiques dans l'Antiquité ont été violemment rejetées par la communauté académique dans les années 1950, ont contribué à créer une association entre théories alternatives et pseudosciences qui rend aujourd'hui difficile la publication de recherches qui s'écartent du consensus sans être immédiatement stigmatisées. Cette stigmatisation n'est pas toujours injustifiée. Beaucoup de théories alternatives sur les civilisations anciennes sont effectivement non rigoureuses, mais elles créent un environnement dans lequel des chercheurs sérieux qui identifient des anomalies réelles dans les données existantes hésitent à les publier par crainte des conséquences professionnelles. Ce contexte institutionnel ne signifie pas que la vérité sur les civilisations préhistoriques est cachée dans des archives secrètes. Il signifie plutôt que le processus de production de connaissances sur ce sujet est sujet aux mêmes biais et aux mêmes dynamiques de pouvoir que tout autre processus académique, et que ces biais ont des conséquences sur ce qui est étudié, financé, publié et valorisé. Une analyse honnête des lacunes dans le registre académique sur les origines de la civilisation doit tenir compte de cette réalité institutionnelle sans tomber dans la paranoïa d'une suppression délibérée et organisée. Le terme chercheur dissident dans le contexte des études sur les civilisations anciennes couvre un spectre très large, allant des théoriciens sérieux qui travaillent avec des données réelles jusqu'aux auteurs populaires qui construisent des édifices spéculatifs sur des fondations très minces. Il est important de distinguer entre ces catégories, non pas pour rejeter l'ensemble des positions alternatives, mais pour identifier les arguments qui méritent un examen sérieux sur la base de leur cohérence interne et de la qualité des données sur lesquelles ils s'appuient. À l'extrémité la plus rigoureuse du spectre des chercheurs alternatifs, on trouve des travaux comme ceux de Graham Hancock, qui dans son ouvrage Magicien des dieux, publié en 2015, actualise et précise des arguments avancés dans ses travaux précédents. Hancock ne propose pas d'extraterrestres ni de chronologie impossible. Il propose, sur la base d'une analyse des données géologiques disponibles, que l'impact de fragments cométaires vers 10 900 avant notre ère, l'événement de Younger Dryas, a détruit une civilisation préhistorique avancée dont les survivants ont transmis leurs connaissances à des populations moins développées dans différentes régions du monde. Cette hypothèse est falsifiable en principe. Elle prédit l'existence de preuves géologiques spécifiques et de sites archéologiques immergés dans des zones côtières qui étaient émergées avant 8000 avant notre ère. Certaines de ces preuves géologiques sont en cours de vérification, notamment les marqueurs d'impact du Younger Dryas Boundary Event, dont des données géochimiques récentes soutiennent l'existence. Les travaux de Robert Schoch, géologue à l'Université de Boston, représentent une autre approche rigoureuse du même domaine. Schoch a proposé, sur la base d'analyses géologiques du sphinx de Gizeh, que l'érosion visible sur le monument résulte de précipitations intenses plutôt que de l'érosion éolienne, ce qui placerait la construction du sphinx à une période antérieure à celle conventionnellement acceptée, potentiellement avant 7000 avant notre ère. Cette analyse géologique a été contestée par des égyptologues et par certains géologues, mais elle a également été défendue par d'autres géologues qui ont examiné les données indépendamment. Le débat reste ouvert dans la communauté scientifique
et il illustre la manière dont des données physiques objectives peuvent être interprétées différemment selon les présupposés du chercheur qui les analyse. Les travaux d'Andrew Collins sur Göbekli Tepe représentent un troisième exemple d'approche alternative ancrée dans des données réelles. Collins a proposé dans son ouvrage Göbekli Tepe, Genesis of the Gods, que le site représente non pas le début de la civilisation, mais l'expression d'une tradition organisatrice préexistante dont les origines se trouvent dans une culture qui précédait les populations néolithiques connues. Cette proposition s'appuie sur une analyse des représentations iconographiques de Göbekli Tepe, notamment des représentations d'oiseaux, de reptiles et d'humanoïdes dans des poses et des compositions qui suggèrent un système de croyances élaboré, et sur des comparaisons avec des traditions symboliques d'autres cultures anciennes. Collins ne revendique pas de preuves définitives d'une civilisation préhistorique mondiale, mais il identifie un ensemble de données convergentes qui méritent une analyse plus approfondie que ce que l'archéologie mainstream leur a consacré jusqu'ici. Du côté des théories moins rigoureuses mais culturellement influentes, les travaux de Zecharia Sitchin occupent une place particulière. Ces livres, vendus à plusieurs millions d'exemplaires depuis les années 1970, ont popularisé une lecture des textes sumériens qui les interprètent comme des récits littéraux d'interactions avec des extraterrestres venus d'une planète appelée Nibiru. Les assyriologues ont systématiquement critiqué les traductions de Sitchin comme inexactes et ses interprétations comme non supportées par le texte original. Ces critiques sont fondées, Sitchin fait effectivement des erreurs de traduction documentées et forge des connexions linguistiques qui ne résistent pas à l'examen philologique. Mais sa contribution au débat public sur les textes sumériens a eu une conséquence paradoxale. Elle a à la fois popularisé la lecture des textes sumériens auprès d'un public large et discrédité par association d'autres approches alternatives plus rigoureuses. Ce que ces chercheurs partagent, malgré leurs différences méthodologiques, est une critique fondamentale du paradigme académique dominant, que ce paradigme exclut a priori la possibilité d'une civilisation préhistorique avancée, non pas parce que les données l'excluent définitivement, mais parce que son existence contredirait les fondements chronologiques et évolutifs sur lesquels repose l'histoire de la civilisation telle qu'elle est enseignée. Cette critique mérite d'être prise au sérieux, indépendamment des réponses spécifiques que chacun de ces chercheurs propose, parce qu'elle pointe vers une question de méthode, comment les paradigmes scientifiques traitent les anomalies, qui est légitime dans tout domaine de recherche. À l'issue de cet examen des textes sumériens et de leur relation avec la question d'une civilisation préhistorique, plusieurs questions fondamentales restent sans réponse dans le cadre des connaissances actuellement disponibles. Ce n'est pas une conclusion négative. Les questions sans réponse définissent les frontières de la connaissance et orientent les recherches futures. Mais dans ce domaine spécifique, la nature des questions non résolues est suffisamment fondamentale pour que leur persistance justifie un réexamen des présupposés méthodologiques avec lesquels ces questions ont été abordées jusqu'ici. La première question non résolue est celle de la chronologie réelle de la civilisation organisée sur Terre. La chronologie académique standard place les premières cités connues en Mésopotamie vers 4500 à 3500 avant notre ère. Göbekli Tepe a repoussé les traces d'organisation sociale complexe à au moins 9600 avant notre ère. Les données géologiques sur l'événement de Younger Dryas, combinées aux analyses de traditions orales préservées dans plusieurs cultures, suggèrent la possibilité d'une organisation civilisatrice encore plus ancienne. Mais les preuves directes de cette organisation, des structures, des artefacts, des traces d'ingénierie, sont difficiles à identifier pour des périodes antérieures à 10 000 avant notre ère, en partie parce que les sites côtiers et les zones de basse altitude qui étaient émergées à cette époque sont aujourd'hui submergés sous des dizaines à des centaines de mètres d'eau. L'archéologie sous-marine des zones côtières immergées est un domaine de recherche encore peu développé, en partie pour des raisons de coût et de technologie, mais dont le potentiel pour répondre à cette question est considérable. La deuxième question non résolue concerne la nature exacte des Anunnaki, tels que décrits dans les textes sumériens. Ni l'interprétation purement mythologique, ni les diverses interprétations alternatives ne fournissent une réponse satisfaisante qui soit à la fois cohérente avec l'ensemble du corpus textuel et avec les données archéologiques et géologiques disponibles.
L'interprétation mythologique explique certains aspects du corpus, mais laisse sans explication adéquate la précision géographique, la cohérence chronologique et la structure narrative utilitaire des textes les plus importants. Les interprétations alternatives rendent compte de ces aspects, mais requièrent des présupposés sur la nature des Anunnaki qui ne sont pas directement démontrables à partir des textes eux-mêmes. Une troisième voie, que les Anunnaki représentent la mémoire mythifiée d'une élite humaine préhistorique technologiquement avancée, est peut-être la plus économique en hypothèse, mais elle requiert à son tour de démontrer l'existence de cette élite, ce qui ramène à la première question non résolue. La troisième question non résolue est celle du cataclysme lui-même. Plusieurs événements géophysiques majeurs survenus entre 13 000 et 8 000 avant notre ère ont eu des conséquences potentiellement dévastatrices sur des populations humaines organisées. L'événement de Younger Dryas, la montée des eaux post-glaciaires et potentiellement d'autres événements encore mal caractérisés dans le registre géologique sont des candidats à l'identification avec le déluge décrit dans les textes sumériens. Mais aucun de ces événements n'a encore été définitivement corrélé avec les textes sur la base de données concordantes provenant de l'archéologie, de la géologie et de la philologie combinées. Cette corrélation multidisciplinaire est le type de recherche qui permettrait de faire progresser significativement la compréhension de cette question, mais elle nécessite une collaboration entre des disciplines qui ont rarement travaillé ensemble de manière systématique sur ce problème spécifique. Ce qui rend ces questions importantes au-delà de leur intérêt historique ou archéologique est ce qu'elles impliquent sur la nature de la civilisation humaine elle-même. Si une civilisation organisée avancée a existé avant les dates que nous reconnaissons actuellement, et si elle a été détruite par un ou plusieurs cataclysmes géophysiques, alors la trajectoire de la civilisation humaine n'est pas la ligne ascendante graduelle que le modèle standard implique. Elle est une trajectoire beaucoup plus complexe, marquée par des interruptions majeures, des régressions catastrophiques et des reconstructions partielles à partir d'héritages préservés de manière fragmentaire. Cette complexité a des implications non seulement pour la compréhension du passé, mais pour la compréhension de la vulnérabilité de la civilisation actuelle face à des risques catastrophiques comparables. Les textes sumériens, dans leur diversité et leur complexité, ne fournissent pas une réponse définitive à la question de la civilisation perdue avant l'humanité connue. Mais ils constituent l'un des corpus les plus riches de données textuelles sur les origines de la civilisation organisée, et leur contenu mérite un examen plus rigoureux et plus ouvert que ce que le paradigme académique dominant lui a consacré jusqu'à présent. Les questions qu'ils posent sur la nature des Anunnaki, sur la chronologie réelle de la civilisation, sur la nature et l'amplitude du cataclysme qu'ils décrivent, sont des questions auxquelles la recherche scientifique n'a pas encore fourni de réponse définitive, et tant que ces réponses font défaut, l'enquête doit rester ouverte.